En 1871, même si la Troisième République a été proclamée le 4 septembre précédent, la question du régime politique n'est pas encore tranchée en France. Pour beaucoup, la République n'est qu'un régime de transition et un certain nombre d'hommes politiques et de Français espèrent une restauration monarchique. Adolphe Thiers, donc président de la République en 1871, a décrété rapidement que la priorité était la fin de la guerre contre la Prusse, puis la répression de la Commune, et que la question du régime se poserait plus tard. Et à travers ce qu'on appelle le pacte de Bordeaux, puisque à l'origine l'Assemblée, avant de s'installer à Versailles, est située à Bordeaux, le pacte de Bordeaux dit que le choix du régime est reporté à plus tard. Et la caricature que vous voyez ici représente Thiers, en quelque sorte le entre deux chaises, une chaise républicaine et une chaise monarchique, avec même à l'arrière représentation de Napoléon Ier et de Napoléon III, pour montrer le débat autour de ce régime politique en 1871. Comme on l'a dit, l'Assemblée nationale est dominée par les monarchistes. Mais si vous regardez un petit peu dans le détail ce diagramme, vous voyez qu'il va y avoir alors une vingtaine de bonapartistes, mais une restauration de l'Empire va paraître rapidement illusoire, notamment parce que Napoléon III va mourir rapidement, va mourir dès 1873, et donc vous voyez surtout des députés orléanistes et légitimistes qui ont un poids à peu près équivalent. C'est un problème en vue de cette restauration monarchique, puisqu'il y a d'un côté des personnes qui soutiennent les descendants de Charles X, qui a quitté le pouvoir en 1830, et les orléanistes qui défendent les descendants de Louis-Philippe, qui a quitté le pouvoir en 1848. Celui qui va s'imposer comme le prétendant le plus plausible, c'est le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, donc qui est soutenu par les légitimistes et qui va réussir à être soutenu également par les orléanistes, notamment parce qu'il n'a pas d'enfant et qu'il y a la possibilité qu'il adopte en quelque sorte le représentant le prétendant des orléanistes. Le comte de Chambord est donc un espoir important de restauration et jusqu'en 1873, son arrivée sur le trône apparaît comme quelque chose de probable. C'est même à certaines époques quelque chose qui paraît presque acquis. Sauf que ce comte de Chambord va refuser le drapeau tricolore et veut absolument que le drapeau de la France soit le drapeau blanc, c'est-à-dire le drapeau des Bourbons, qui était le drapeau de la France jusqu'à la Révolution de 1830. Alors, vous me direz, c'est quelque chose de très symbolique, c'est un point qui peut apparaître comme un point de détail, mais c'est aussi, pour le comte de Chambord, une façon de montrer qu'il n'est pas prêt à transiger avec les idées républicaines et démocratiques, et que finalement, il rejette en grande partie l'héritage de 1789. Donc tous les royalistes vont se retrouver finalement sans prétendant ou dans l'impossibilité plus exactement de convaincre le principal prétendant. En 1873, Thiers démissionne
et va être remplacé par un nouveau président de la République, Patrice de MacMahon, qui était maréchal sous le Second Empire. C'est notamment lui, c'est pas forcément un titre de gloire, qui dirige l'armée française lors de la bataille de Sedan. Patrice de MacMahon est ouvertement monarchiste. Il est élu en 1873 avec comme principal programme, on va dire, d'attendre, de favoriser une restauration. Le problème, comme on vient de le voir, c'est que le comte de Chambord n'est pas du tout motivé, mais les royalistes se disent autant jouer la montre, autant patienter. La présidence de la République, sa durée est fixée à 7 ans. En 7 ans, le comte de Chambord pourra changer d'avis et surtout, il pourra mourir et laisser la place à un autre prétendant monarchiste. Donc MacMahon va représenter cette attente des royalistes et va mettre en place une politique et choisir des chefs de gouvernement qui représentent ce qu'on appelle à l'époque l'ordre moral. L'expression vient du discours prononcé par MacMahon au début de sa présidence, avec l'aide de Dieu, référence directe à la religion, le dévouement de notre armée et l'appui de tous les honnêtes gens, nous continuerons l'œuvre du rétablissement de l'ordre moral de notre pays. Concrètement, cet ordre moral, ça va être une politique en faveur de la religion, dont la manifestation la plus célèbre est la décision prise par l'Assemblée en 1873 de construire la basilique du Sacré-Cœur sur la butte de Montmartre. On a vu que la commune de Paris avait commencé en quelque sorte sur la butte de Montmartre. La construction du Sacré-Cœur a pour objectif, comme on dit à l'époque, d'expier les crimes de la commune. Donc c'est la manifestation la plus claire de l'ordre moral, un monument qui va prendre des années pour être construit, mais qui est décidé à l'époque de la présidence de MacMahon. Cette volonté de favoriser la religion va en fait avoir des effets contraires, puisque l'anticléricalisme va devenir pour les républicains un des thèmes principaux de leur programme, et ça va souder le camp des républicains contre MacMahon, contre le gouvernement d'ordre moral et contre les royalistes. Je rappelle la définition de l'anticléricalisme, l'hostilité à l'intervention du clergé dans les affaires publiques. Donc ceux qui se proclament anticléricaux ne sont pas forcément athées, ne sont pas forcément anti-religieux, même s'ils peuvent l'être. Ce qu'ils refusent, c'est la place du clergé dans la vie politique. Et à cette époque, vous avez tout un ensemble de caricatures contre le gouvernement d'ordre moral, contre MacMahon, comme ici, et des discours des grands leaders républicains contre le cléricalisme. Le discours le plus célèbre, c'est celui de Léon Gambetta, toujours lui, en 1877, et une phrase archi-célèbre qui sera très reprise, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc, cet anticléricalisme va être une façon pour le camp républicain de combattre les royalistes et d'imposer une véritable république. La victoire des républicains va se faire progressivement dans la deuxième partie des années 1870. Même si, d'une certaine façon, à partir du moment où le comte de Chambord a refusé la restauration, la République
paraît de plus en plus difficile à remettre en question. En 1875, l'Assemblée va voter ce qu'on appelle les lois constitutionnelles ou amendements Vallon du nom du politique qui va les proposer à l'Assemblée. Ces lois constitutionnelles feront office de constitution pendant l'ensemble de la Troisième République. Il n'y aura pas de véritable constitution sous la Troisième, contrairement à la Quatrième ou la Cinquième par exemple. Et il y aura du coup d'ailleurs quelques petites, alors c'est pas forcément des modifications, mais en tout cas des interprétations de ces lois constitutionnelles. Ces lois constitutionnelles de 1875 n'empêchent pas totalement une restauration, puisqu'il est encore possible qu'un roi remplace le président de la République, mais en tout cas, elles définissent ce qu'on peut considérer comme un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime où domine le Parlement, ce que vous avez ici, ce qu'on appelle la Chambre des députés sous la Troisième République. Le gouvernement, comme on dit dans un régime parlementaire, est responsable. C'est-à-dire que ce gouvernement, les ministres, doivent représenter les tendances politiques de la Chambre des députés. Et si ces ministres ne sont plus approuvés par la Chambre des députés, ils peuvent être renversés. Donc, concrètement, vous avez une Chambre des députés avec des députés, mettons, majoritairement républicains. Du coup, le président de la République, élu pour 7 ans, va nommer des ministres avec l'équivalent du Premier ministre qui s'appelle à l'époque le président du Conseil. Ces ministres vont mener leur politique. Si cette politique est approuvée par la Chambre des députés, ils restent en place. Mais si jamais cette politique est désapprouvée, les ministres sont renversés. Le gouvernement est renversé. Le président de la République doit nommer un nouveau président du Conseil et de nouveaux ministres. Alors, ça va donner un exécutif des ministres qui est assez peu stable. Il y aura beaucoup de changements de gouvernement, mais ça donne évidemment énormément de pouvoir à la Chambre des députés. Vous voyez, elle propose et vote les lois, a le monopole de l'initiative des dépenses. Elle est surtout, on en reparlera, élue au suffrage universel direct. Il y aura quand même une deuxième chambre, le Sénat, qui est élu au suffrage indirect, vous voyez, par un collège départemental. Mais ce Sénat aura un rôle assez secondaire par rapport à la Chambre des députés. Dans ces lois constitutionnelles, le président a un pouvoir important, celui de dissolution de la Chambre avec l'accord du Sénat. C'est une limite au pouvoir de la Chambre des députés, mais en réalité, comme on va le voir, ce droit de dissolution ne sera exercé qu'une seule fois en 1877. Le président aura par la suite un pouvoir tout à fait secondaire. Vous voyez, il est irresponsable. Ces actes doivent être contresignés par un ministre. Les ministres, eux, sont responsables. Ils peuvent être renversés par la Chambre des députés. Donc, je récapitule tout ça. 1875, des lois constitutionnelles qui définissent le fonctionnement institutionnel de la Troisième République. Les pouvoirs les plus importants sont donnés à une Chambre des députés qui vote les lois et qui est élue au suffrage universel direct. L'exécutif est incarné par des ministres, mais ces ministres sont responsables et peuvent être renversés par la Chambre des députés. Le Sénat et le président de la République ont des pouvoirs assez secondaires dans cette Constitution.